92.1. Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et qui c'est qui est magnifique? C'est Guillaume et Vincent, bien sûr. Merci. Ce sont les magnifiques. Vous êtes trop bon, monseigneur. Je le sais. Voilà. Faut toujours dorer la pilule. Salaud. Tu n'aurais pas rajouté ça aurait été mieux. Ah là là. Mais ce soir, on va avoir un petit peu peur. On va avoir aussi un petit peu de drame. On va être un peu touché, tout ça, puisque non, à boire et à manger. À boire et à manger, puisque vu qu'on a à vomir aussi. Ah oui, bah un petit peu. Parce que ce soir, on va faire une émission placée sous le signe de Stephen King. Certes. Je pense, sans trop me mouiller, que c'est l'auteur américain le plus adapté au cinéma. C'est l'un des plus connus, l'un des plus célèbres. Et puis l'un des plus acclamés et encore en vie. Puis c'est un écrivain prolixe et souvent on l'associe à l'horreur et à l'épouvante. Et il n'a pas fait que ça. Il a fait du fantastique, il a fait du polar, du drame. Et franchement, moi parfois surcoté, je dirais, parce qu'il y a des fois certains trucs. En tout cas, en tant qu'écrivain, moi, pour l'avoir beaucoup pratiqué, je suis fan absolu. D'accord, très bien. Eh bien, avant cela, évidemment, on va commencer par les sorties de la semaine, puis ensuite on donnera nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Alors, on en a vu qu'un, c'est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, qui était la sortie événement de la semaine dernière et qui fait un bon petit démarrage. C'est le plus gros démarrage pour Paul Thomas Anderson en même temps, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'était pas très compliqué. Il sera pas rentable, ouais. Il a coûté 130 millions. Et 150, ouais. 150 et là, il en a rapporté pour l'instant 50. Bon. On verra bien. Et visiblement, il y aura une bataille entre nos deux chroniqueurs. Ah, une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre, voilà, tout à fait. Mais je pense, ça c'est fort, ça. Je pense qu'on se rejoindra sur certains points, on se rejoindra pas sur d'autres, et puis voilà, ce sera intéressant de débattre. Mais aussi, avant de commencer l'émission, nous tenions quand même à rendre hommage à une grande actrice qui nous a quittés la semaine dernière, Claudia Cardinal, qui était une femme absolument magnifique, merveilleuse, qu'on a acclamée dans de grands rôles comme Il était une fois dans l'Ouest, Le Guépard, Le plus grand cirque du monde. Je ne sais plus. Pourquoi maintenant j'oublie alors qu'il y a tellement de films que j'aime avec elle. Rocco et ses frères. Oui, enfin, quand tu disais Le Guépard, moi le Guépard, j'aime pas Le Guépard. C'est un film magnifique quand même. Et La Panthère Rose, c'était la fameuse princesse. Exact. Qui avait le diamant de la Panthère Rose. Elle était pas dans un film dans Cartouche aussi, si Cartouche avec Belmondo, tout à fait. Et les bons moments tellement les pétroleuses avec Bardot, enfin voilà, c'est une grande actrice nous a quittés. Le Ruffian aussi. Le Ruffian, excellent avec Ventura et Giraudot. Oui. Ouais. Voilà, vous voyez. Donc nous sommes peinés vraiment et sans mauvais jeu de mots avec l'Italie et donc voilà. Donc c'était faible. Attends, il est où le claquement de cymbales? Ouais, non, c'était très faible. Non, ne l'encourage pas. Celle-ci, elle était vraiment très faible. Donc nous sommes très attristés par la mort de Claudia Cardinal et j'espère qu'on va retrouver et revoir encore sa filmographie. Le cinéma, c'est un peu Guillaume, c'est un peu marche ou crève. Les grands esprits se rencontrent. Tout à fait. Donc allez, ce soir on attaque. Donc avec le film Marche ou crève qui sera disponible au Toile du Lac et au Pâté, donc de Francis Lawrence. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'homme qui est derrière les films, Hunger Games 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, ça a des relents, je trouve, dans la bande-annonce de ce genre de film. Oui, un petit peu, ouais. Constantine. Moi, je ne sais plus. Constantine, je suis une légende. Je suis une légende. De l'eau pour les éléphants, Red Sparrow. Mais en fait, quelqu'un qu'on voit régulièrement et qui fait du métrage correct. Il fait du bon taf. Il y a un fil conducteur quand même assez évident, effectivement. C'est vrai, je suis d'accord. Donc là, c'est avec Cooper Hoffman, le fils de Feu, c'est Philip Seymour Hoffman. Qui l'avait dirigé d'ailleurs dans Hunger Games. Exactement. Donc David Johnson et Mark Hamill. Le jeune Garati va concourir pour la Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi. On écoute un extrait.
On a créé la première longue marche il y a des années pour inspirer les gens chaque jour de leur vie. Souriez les gars, regardez, vous êtes filmés. Mec, tu dois régler ton allure et te concentrer. Tu dois avoir un plan. Personnellement, mon seul plan, c'est l'argent. Voilà, donc tu vas nous en parler très rapidement parce que j'en parlerai un peu plus longuement la semaine prochaine. Voilà. Mais j'ai eu la possibilité de voir le film vendredi soir en avant-première. C'est un énorme coup de cœur. C'est un film d'une tension extraordinaire d'1h40 puisqu'il y a cette fameuse longue marche, mais qui a une règle. C'est pas trop expliqué, mais en fait, tu ne dois pas descendre au-dessous de 5 km/h. Si tu descends, tu as un premier avertissement. Si au bout de 10 secondes, tu l'as pas récupéré, tu as un deuxième avertissement. Et au troisième avertissement, tu te prends ce qu'on appelle un ticket. Et en fait, un ticket, c'est une balle dans la tête. Et pourquoi moi j'y vois dire Roland de Le Prix du Danger Si, c'est un peu ça. T'as raison. Ou Running Man. C'est ce que j'allais dire. C'est Stephen King, hein, dans les deux cas. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que c'est un vieux Roland, quoi. Alors, par contre, en fait, c'est un peu différent parce que là, on est vraiment que sur des jeunes. Donc, il y a un jeune par État des États-Unis. Et tu as vraiment cette idée de grand prix, alors que là aussi qu'il y avait dans The Running Man, c'est-à-dire une grande fortune, un vœu qui s'exauce. Mais est-ce que ça va apporter quelque chose de plus en termes de dénouement, en termes d'histoire? Alors, la fin est extraordinaire. Ah bon? La fin est extraordinaire. Le film est d'une noirceur assez folle. Et surtout, tous les jeunes comédiens sont épatants. Bon. Là, David Johnson, qu'on avait vu dans Alien Romulus, qui jouait le fameux Android, qui était d'ailleurs celui qui s'en tirait le mieux. Oui. Qui s'en tirait le mieux. Là, il est vraiment extraordinaire. Et Cooper Hoffman, le fils de Philip Seymour Hoffman, je pense qu'on va vers du très très bon. Et franchement, de toute façon, la mécanique de ce genre de film a déjà été éprouvée maintes fois. Et c'est souvent efficace. Comme on disait Guillaume, Running Man ou Le Prix du Danger. Mais c'est un peu la toile de fond de notre société actuelle, avec le désespoir, la désespérance qui pousse les gens à accomplir des choses folles pour pouvoir gagner leur vie et surmonter certaines choses. C'est vraiment très typique de notre époque, a priori. Oui, et on retrouve le même message que Hunger Games, dans le sens que ce sont les jeunes qui payent le prix fort des erreurs de leurs aînés. Parce qu'après tout, dans Hunger Games, c'est pareil, on fout des jeunes dans l'arène, en fait. C'est vrai. Donc, franchement, si vous avez envie, si vous êtes intéressé, foncez, c'est vraiment 1h40 de tension monumentale, et je n'avais jamais vu un film où l'envie de faire caca est un stress monumental. Ah oui, j'imagine. Oui, on peut comprendre. Et en fait, le principe est le même depuis la nuit des temps. Hein. Déjà, c'était dans les arènes romaines. C'est ça. Voilà, c'était du pain et des jeux. Hein. Oui. Ça vous rappelle quelque chose, certainement, et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement dans notre société, je trouve. Voilà, je referme la parenthèse. On n'en est pas encore à ce point-là, heureusement. Pas loin. Mais sur certaines choses. Franchement, mais le heureusement film pas aussi graveleuse, oui. Ouais. Et le film est vraiment très impactant. Foncez le voir. Voilà. On change de registre. Moi qui t'aimais, qui est sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Diane Curis avec Roche Dizem, Marina Foïs et Thierry de Peretti. C'est évidemment le biopic de Yves Montand et Simone Signoret. Elle l'aimait plus que tout, il l'aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hanté par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtri par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu'il savait, c'est qu'il ne se quitterait jamais. On écoute un extrait. Tu m'aimes encore ? Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un depuis aussi longtemps, tu sais plus vraiment si c'est ta femme, ta meilleure amie, ta pire ennemie. T'es beau. Tu sais juste une chose, que tu peux pas vivre sans elle. Moi, je pense qu'on devrait faire un film sur nous. Nos vies, nos engueulades. Ce serait très triste et très drôle. Mais il continue à sauter sur tout ce qui bouge. Voilà. Ça me tente, alors moi je vous avoue que ça me tente pas des masses. Ça a l'air pas du tout. Ça a l'air d'être moisi, mais à un point. J'adore par ailleurs, j'adore Roche Dizem et même Marina Foïs, mais franchement, j'arrive pas à voir déjà Yves Montand et Simone Signoret dans chacun de leurs personnages qu'ils interprètent. Et puis je comprends pas très bien le principe de mettre sur un peu de manière publique quelque chose qui est forcément un peu intime et personnel à leur histoire. Et surtout qu'en plus ça a l'air d'être. Comment on peut je veux pas trop colporter Drago, mais en plus il y a quand même un peu des histoires un peu bizarres
bizarre déjà dans cette famille, j'ai l'impression. Bien sûr, mais donc, en plus de ça, ça me fera attiser un peu dans toutes les familles. Histoire de coucherie. Comme dans toutes les familles. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Oui, c'est ce que je veux dire. Je pose la question, franchement. Enfin bon. Moi, ça ne m'attire pas du tout. Ouais. Moi non plus. Pareil. Mais bon. Voilà. Autre sortie, autre rencontre amoureuse, A Big Bold Beautiful Journey, qui sera disponible seulement au Toile du Lac, réalisé par Coco Nada, avec Margot Robbie, Colin Farrell et Kevin Kline. Ça fait longtemps, Kevin Kline, ça fait plaisir. Imaginez pouvoir ouvrir une porte et la franchir pour revivre un moment décisif de votre passé. Sarah et David, deux inconnus célibataires, se rencontrent lors du mariage d'un ami commun et par un incroyable coup du sort, se lancent ensemble dans une aventure grandiose, drôle, fantastique et pleine d'émotions, où ils revivent des instants marquants de leur vie respective. Ces souvenirs retracent leur parcours et pourraient bien leur offrir une chance de transformer leur avenir. On écoute un extrait. Laissez prendre Sarah. Ma voiture est en panne. La mienne m'a dit de passer te chercher. Tu parles toujours comme ça? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est dans les plus beaux endroits du monde qu'on se sent le plus seul. Ah, c'est plutôt flatteur comme imitation. Dans 2,5 km, prenez la sortie. C'est quoi ça? Voilà, donc c'est... Après, les deux comédiens sont très bons d'habitude. Et en fait, ce que j'aime bien dans la bande-annonce, c'est qu'on a l'impression que c'est une métaphore de la première rencontre entre deux célibataires, où en fait, tu parles de ton passé, et du coup, le fait de rentrer directement, d'être actif dans une scène où tu vois littéralement ton passé, je me dis pourquoi pas, ça peut proposer des trucs visuels intéressants. Narratif intéressant. Ouais, franchement. En fait, ça a pas l'air exceptionnel, mais ça a l'air mignon. Ouais, voilà, ça a l'air sympa. Ça a l'air mignon, quoi. Voilà. D'accord. Le petit film du dimanche après-midi où tu vas chialer et après tu voilà. Tu vas manger de la bouffe grasse le soir. Voilà. Autre sortie, donc un simple accident qui sera disponible au Victoria à l'Astrée de Jahar Panahi avec Vaïd Mobasseri, Mariam Ashfari, et Ebarim Azizi. Donc Iran, de nos jours, un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire, mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe. Il n'était pas à Cannes, celui-là? Si, c'est juste la Palme d'Or. Oui, c'est ça. Oui. Mais pourquoi ça me donne des relents d'un autre film de Denis Villeneuve comme scénario? Denis Villeneuve, un ancien tortionnaire. Ouais, mais il n'y a pas d'histoire d'ancien tortionnaire. Je vois pas. Moi, ça me fait plus penser aux Voies du Destin, où on avait du coup Colin Firth qui recherchait son ancien tortionnaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'était avec Hiroyuki Sanada, Nicole Kidman. C'est un très beau film, Les Voies du Destin. Il y avait aussi un autre film qui me semble être dans ce registre-là. C'est avec Sigourney Weaver et Ben Kingsley, mais je me rappelle plus du titre. Et j'ai plus du tout de... Enfin bon, on verra tout à l'heure. Ouais, mais en tout cas, au moins le synopsis me tente pas trop mal. J'irai le voir parce que j'essaye d'aller voir toutes les Palmes d'Or pour histoire de voir si Cannes s'est planté ou pas. Ça fait quelques années où je trouve que Cannes s'est pas trop planté, donc on verra bien. Je me rappelle plus que c'est celle de l'année dernière. Adora. J'adore Adora. J'ai pas regardé. Autre sortie, Cervantes avant Don Quichotte au Victoria et à l'Astrée de Alejandro Amenabar avec Julia Pena, Alessandro Borghi, je sais pas comment. Borghi et Miguel Relan. En 1575, Miguel de Cervantes est capturé par le sultan d'Alger. Retenu prisonnier, Cervantes invente chaque jour des récits d'aventure qui fascinent tour à tour ses co-détenus et le sultan. On écoute un extrait ou pas? Pas du tout. Pas du tout, ouais. Alors j'ai vu les bandes annonces qui me semblent assez alléchantes. Voilà. Ça fait un petit côté Mille et une nuits. Voilà. Vous savez, de raconter à chaque fois. Scheherazade qui rapporte ses contes pour pouvoir faire tenir. C'est une fiction ou ça inspiré de... Alors là, c'est inspiré, à mon avis. Je ne sais pas du tout, mais par puis contre... ça tourne autour de Cervantes et puis de l'œuvre magistrale qu'il aura écrite, sans doute, qui est Don Quichotte, évidemment. Oui, puis on n'a pas un manche derrière la caméra. Amenabar... L'homme de la Mancha. On n'a pas un manche. C'est ceux qui avaient réalisé les autres, avec Nicole Kidman et Agora aussi. Tu fais des blagues même sans t'en rendre compte, oui. Kevin, hein, pas mal. Tout à fait. Et autre sortie, Tim Yosh, qui sortira au Victoria de Alex Bain
et Andy Martin. C'est marrant de s'appeler Ben quand on fait un film sur un petit poisson qui racontait des histoires. Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui, jusqu'au jour où une mésaventure lui arrive vraiment. Comme dirait Guillaume, c'est un film pour les bouts de chou. Voilà. Bientôt ça. Et dernière sortie, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Un documentaire. Un documentaire soundtrack to Coup d'État. Coup d'État de Joanne Grimont-Prez. Seulement à l'Astrée. Voilà, seulement à l'Astrée. Donc, jazz, politique et décolonisation s'entremêlent dans ce grand 8 historique qui révèle un incroyable épisode de la guerre froide. En 1961, la chanteuse A.B. Lincoln et le batteur Max Roach, militant des droits civiques et figure du jazz, interrompent une session du Conseil de sécurité de l'ONU pour protester contre l'assassinat de Patrice Lumumba. Bon, Premier ministre du Congo, nouvellement indépendant. Dans ce pays, en proie à la guerre civile, les sous-sols riches en uranium attisent les ingérences occidentales. L'ONU devient alors l'arène d'un bras de fer géopolitique majeur et Louis Armstrong, nommé ambassadeur du jazz, est envoyé en mission au Congo par les États-Unis pour détourner l'attention du coup d'État soutenu par la CIA. C'était beaucoup trop long comme synopsis. Ouais, mais ça a l'air d'être très proche de un passage, c'est de l'épisode politique de l'époque, quoi. Voilà. Ça a l'air assez intéressant quand même. Ouais. Faudrait savoir. Je dirais pas en salle. Faudrait demander à Christian. Faudrait demander à Christian ce qu'il en pense, d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Mais on lui demandera très prochainement. Puisque nous pouvons vous le dévoiler. En fin du mois, vous aurez droit à une spéciale, fin du mois d'octobre, vous aurez droit à une spéciale Springsteen. Et du coup, Christian sera là pour nous parler de Springsteen. À noter aussi que donc c'est tout pour les sorties de la semaine, mais on a droit à des ressorties. Avatar, la voix de l'eau ressort en 3D toute la semaine. Si vous l'avez loupé ou si vous avez envie de vous rafraîchir la mémoire avant la sortie du 3 qui sortira déjà dans 2 mois et demi. Et puis, Papy fait de la résistance ressort ce dimanche en 4K, remasterisé. Non, j'étais plutôt la Corée pleine. Enfin voilà, apparemment dans une qualité mirifique. Et puis du côté de nos amis de chez Cinéphilex, c'est le même film que la semaine dernière. C'est Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sebida Farsi et Fatma Hassona, qui était donc un documentaire sur les massacres des Palestiniens qui se passent à Gaza. Voilà, c'est toujours disponible au Victoria et je crois aussi tout le temps au Forum à Chambéry. C'est tout pour les sorties du coup de la semaine. On va faire une première pause musicale et vu que ce soir on va parler de Stephen King, on va s'écouter dans un premier temps We Care a Lot du groupe Faith No More du film Ça, chapitre 1. Et on revient tout de suite après pour parler de nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Radio Grand Lac, pour vous et avec vous. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac. Guillaume et Vincent sont là pour cette émission consacrée à Stephen King. Mais avant le focus de Stephen King, on va donner nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Mais avant cela, mon cher Guillaume, quels sont les films que nous avions déjà préalablement conseillés qui sont encore disponibles en salle? Il y en a de moins en moins. Oui, il y en a de moins en moins. Le film d'horreur Évanoui qui est toujours là. Je pense à la dernière semaine. Ouais, le film d'animation Les Bad Guys 2, le film Sirat et Downton Abbey 3. Voilà, qui fait de la résistance. Oui, pourquoi pas, mais réservé. Donc il y a toujours Conjuring qui lui, par contre, fait une belle carrière. Ouais. Le film d'Halloween dont on n'entend absolument plus parler. Et je pense que c'est la dernière semaine. Et alors, mon cher Kevin déconseille toujours le film Connemara. Voilà. Absolument. Terre brûlée au vent. Mais nous allons vous écouter parce que vous avez vu tous les deux le nouveau film de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Regina Hall. Oui, bon, on va pas non plus faire. Oui, c'est à peu près tout. Hein. Mais qui veut commencer? Oui, c'est. Vas-y, commence, Kevin. Alors, moi, j'aime bien généralement le cinéma de Paul Thomas Anderson. J'avais redécouvert There Will Be Blood la semaine dernière que j'avais pas vu. Waouh, sacré bon film quand même. Mais j'aime beaucoup Daniel Day-Lewis, donc c'est normal. Faudrait que je le revoie parce que je l'ai peut-être vu un peu jeune. Ouais, et une bataille après l'autre, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que le film pour moi, a très bien fonctionné sur son ton entre gravité et absurdité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des événements particulièrement graves et particulièrement violents qui se passent, mais en même temps, il y a plusieurs moments de film qui
qui te provoque un peu le sourire et qui est assez drôle. Notamment plusieurs séquences qui s'enchaînent où DiCaprio doit retrouver un code téléphonique qui, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et ce que j'ai apprécié, sans savoir vraiment de quoi le film allait parler, c'est vraiment cette interprétation de DiCaprio que je n'ai jamais vue en Papa Poule. Et là, le fait de le voir en Papa Poule, j'ai trouvé assez attachant. Je crois qu'on l'a très peu vu en papa. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il est en papa, soit les enfants sont morts, soit quelque chose. Enfin, ou ils sont en arrière-plan. Ouais, vraiment. Genre le Loup de Wall Street, tu les vois quasiment jamais. Comme c'est pas le cas non plus dans sa vie privée, on a du mal à l'imaginer quand même Papa Poule, mais bon, c'est pas grave. C'est souvent là que les acteurs se plantent, exactement. On se rappelle de Léa Seydoux. En maman. Oui, alors que je crois que justement elle était déjà maman, c'est ça le problème. C'est ça. Mais voilà, en fait, moi j'ai trouvé, je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'ai trouvé qu'il y avait de très bonnes scènes, en particulier une course-poursuite finale dont je n'en parlerai pas plus, mais qui se passe dans un décor particulier qui crée une tension très sympathique. Et j'ai aimé aussi que le film tirait des balles dans les deux camps. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que même si on suit un personnage qui est un ancien révolutionnaire, on te montre quand même que ces révolutionnaires-là qui faisaient de grandes actions violentes, mais faisaient de grandes actions à l'époque, sont devenus soit mous, soit lâches, soit incompétents. Et en fait, tu te rends compte que certes, ils se battent contre des gens qui sont absolument ignoble, je veux dire, avec une organisation qui s'appelle les Enfants de Noël. Bon, faut pas sortir de Saint-Cyr que les Enfants de Noël, 4 lettres commençant par un N. On a tous saisi. Et j'ai trouvé ça bien que le film vraiment essayait de tirer des balles dans les deux camps et du coup de vraiment montrer que c'est une bataille après l'autre et à quoi ça mène et que finalement de vraiment se concentrer sur le cœur du film qui est juste un père qui essaye de retrouver sa fille. Et voilà, franchement, j'ai été embarqué par l'histoire et je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et Benicio del Toro est hilarant dans ce film, en sensei latino, professeur de karaté. Oui, ça a l'air d'être un peu un faux gourou, lui, non? J'ai l'impression. Ouais, enfin, non, pas gourou, mais enfin, je sais pas, il a une nonchalance alors qu'il y a tout le monde croit en lui, mais lui, il a une nonchalance un peu particulière. Tu avais vu aussi Las Vegas Parano? Oui, je l'ai vu à Lyon. Ça rappelle un peu ce genre de rôle, j'ai l'impression, non? Le rôle un peu décalé, tu vois. C'est vrai. Mais en moins drogué. Oui, évidemment. Avec plus de bière, mais moins drogué. Voilà, donc franchement, moi j'ai passé un excellent moment et donc la parole est à l'attaque. Pas du tout. Non, moi je suis d'accord avec toi. C'est un film qui mériterait d'avoir un Oscar dans le registre des nanars les plus absolus. Oh là là. Et écoutez, je vais dire le mot parce que je suis pas très généralement tranché comme ça parce que j'arrive toujours à trouver un petit quelque chose au film. Mais alors là, c'est une daube incommensurable pour moi. Et c'est une daube d'autant plus intersidérale, commensurable. Alors je vais peut-être commencer par les points peut-être positifs quand même du film parce qu'il y en a quelques-uns mais pas beaucoup. J'ai découvert dans ce film Chaise Infinity qui a beaucoup de charisme, je trouve. C'est une actrice qui joue la fille effectivement qui va grandir et qui va être un peu le nœud du problème dans l'histoire et qui se laisse pas faire. Et je trouve qu'elle a une belle prestance. Voilà. Oui, c'est vrai. Ceci étant, c'est dommage que ça soit dans un scénario aussi inepte, mais bon, c'est pas grave. Et Benicio del Toro, je suis d'accord avec toi, il a un rôle qui, moi, j'aime bien son jeu. Je le trouve plutôt rigolo. Il en fait pas des caisses. Non. Alors, contrairement à d'autres acteurs très bankable que sont Leonardo DiCaprio, qui nous refait toujours les mêmes trucs, de plus en plus d'ailleurs, je trouve. J'avoue que je commence à... Alors là, ce qui m'amusait, c'est le côté Papa Poule, mais je commence à me dire, j'espère... s'apprêter à sourire et à plus qu'à sourire, à rire et à se rouler par terre. Ça vous fait penser à quelle interprétation? En fait, le problème, c'est que je me dis que depuis 3 films, j'ai l'impression qu'il s'enferme de le rôle du crétin.
Et puis alors c'est le faire valoir de toute une idéologie qui est alors pour le coup pas très subtile qui nous est présentée. Pas du tout. Je veux dire là vraiment t'as d'un côté les très très méchants qui sont des suprématistes blancs et puis de l'autre côté t'as les très 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 gentils qui sont les noirs, les latinos, les mexicains, tout ce qui s'ensuit. Et donc là il y a quelque chose qui insulte un peu l'intelligence des spectateurs, je trouve. Alors ça c'est une partie, c'est le fond, mais alors dans la forme, mon Dieu, mais quelle bêtise, quelle grotesque, quelle vulgarité, quelle grossièreté, mais à tous les niveaux. Moi je suis sidéré et dès les 20 premières minutes je me suis dit mais c'est pas possible. J'étais allé le voir donc avec quelqu'un qui a trouvé exactement aussi la même chose. Et dans la salle, je tiens à préciser qu'il y en a quelques-uns qui sont partis avant l'heure. Moi, j'ai voulu rester jusqu'au bout. Mais alors, quand j'ai vu au bout de 20 minutes comment ça allait être, et ça se voit tout de suite, je me suis dit, mais putain, il reste encore... c'est un PTA de film, c'est-à-dire Paul Thomas Anderson. Est-ce qu'on est sur la faute professionnelle? Non, on n'est pas sur la faute professionnelle, mais c'est une daube. Je suis désolé de vous dire ça. Et bon, je dirais que tous les twists qui sont dans le film, je m'y suis attendu. Je vous jure que c'est la vérité. C'est pas vraiment des twists. Voilà, c'est pas vraiment des twists, mais il y a aucune surprise. Par contre, Viva la Révolution, on n'y croit pas un seul instant. Je suis désolé, mais Viva la Révolution, c'est des révolutionnaires de pacotille qui, dès qu'ils sont chopés, ils ne manquent pas de balancer tout un chacun à leur cause, qui semble pas très féru de maintenir. Et en plus de ça. Du coup, ils sont pas très 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 gentils, comme tu disais. Non, c'est pas qu'ils sont très très nuls, surtout. Ils sont. Oui. Alors, ça dessert complètement d'ailleurs autant le discours des uns que des autres dans ce clivage politique qu'on voit, mais fortement. Mais alors, c'est plus. Alors, c'est quoi? C'est une caricature, parce que c'est une caricature. Est-ce que c'est pas un reflet de la réalité? Une caricature. Est-ce que c'est pas un reflet de la réalité? Alors ça me va tout de suite, tout à fait. Parce que si c'est pour dénoncer cette pour moi, bêtise, il se fout de la gueule des deux camps. Oui, mais justement, je pense qu'il fait un constat. Il est plus à faire des constats. Mais franchement, ça se prend quand même un peu au sérieux normalement. Et en fait, c'est ça que j'aimais, c'est que en fait, t'as des scènes graves. Ouais. C'est-à-dire que il y a 2-3 moments dans le film où tu dis bon, non, on va pas trop se marrer. Mais je trouve qu'il y a un parfum ambiant d'absurde dans le film, mais en fait, mais vraiment que, mais tu dois, enfin moi je suis sorti en disant du film. C'est pour ça qu'on peut pas trop y croire. C'est absurde, mais ça n'a aucun sens. Ouais, c'est absurde, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas un peu notre monde, quoi? Alors en plus, le révolutionnaire en question, c'est surtout l'Amérique. C'est un peu, tu sais, avec. En plus, il y a un problème de timing parce que il y a des événements qui se passent 16 ans avant, et on retrouve donc notre ami Leonardo absolument impeccable 16 ans après. Il n'a pas changé d'un iota, il est toujours aussi loc, on va dire, comme il l'est de plus en plus d'ailleurs personnellement dans la vie, je trouve. Il s'est ressaisi dernièrement. Il lui rajoute un petit bidon. Mais de toute façon il a ce bidon. Il l'a plus parce qu'il a fait même remettre 2-3 cheveux et tout. Aussi. Et donc le révolutionnaire que te retrouve dans un canapé en train de fumer du crack et puis de boire de l'alcool et puis d'avoir une vie tout à fait insignifiante. C'est le Big Lebowski. Voilà, et qui est en peignoir tout au long du film d'ailleurs jusqu'à la fin, puisqu'il a quand même toutes les scènes d'action qui se tournent avec son peignoir du début jusqu'à la fin. Essayez de courir avec un peignoir ouvert. En plus, vous allez voir comment ça va être simple. C'est ça qui est marrant. Ouais, d'ailleurs, quand il se viande, c'est un second degré, je te l'accorde complètement. Moi, je pense quand il se viande. Mais j'ai pas fini. Je pourrais en parler encore longtemps parce que il y a vraiment toute une somme de bêtises et de grossièreté. En plus de ça, je trouve que c'est malvenu. C'est fait pour être soi-disant provoquant, mais il y a rien de provoquant. C'est grossier, vulgaire. Dès le début, dès les premières scènes, il y a aucune. Ah, t'as pas aimé le petit soldat, toi? Non, franchement, je trouve ça stupide. Parce que essaye de faire ça quand t'es dans une tension
suprême. Alors, c'est vraiment une caricature, il n'y a pas d'autre mot, c'est grotesque, il y a une caricature. Moi, je me suis emmerdé, et puis il y a même, ça va jusqu'au point que la musique aussi est insupportablement plombante, qui essaye de mettre une tension ou machin, mais ça ne marche pas. Alors, si vous voulez vraiment rigoler avec un second degré, mais je doute que vous le fassiez, parce que moi, ça m'a pas vraiment fait marrer. Il y a des bons moments qui ont été vus, mais ils ont tous été vus dans la bande-annonce que moi j'avais entreaperçue, et je me suis bien fait avoir, parce que la bande-annonce pour moi était prometteuse, et il y avait des acteurs bankable que j'adore par ailleurs. Leonardo, que je commence à apprécier de moins en moins, Benicio del Toro, que j'aime bien, et également Sean Penn, que j'apprécie par ailleurs, hein, mais là je trouve qu'il en fait trop. Tu sais que tu m'as donné envie de le voir, parce que moi je pense que je vais apprécier. Va le voir, parce que c'est vrai que c'est un second degré. Vu la description que t'en fais, moi je pense que c'est typiquement ce que je vais aimer. Il y a des gens qui le prennent au premier degré, il faut le savoir. Oui, d'accord. Voilà. Bah, moi je pense que je vais adorer, vu la description. Moi franchement j'ai adoré pour le coup, mais c'est vraiment... Moi j'aime bien quand ils prennent de la hauteur et qu'on essaie de dénoncer de manière satirique. Là c'est pas de la hauteur, parce qu'il y a des moyens de dénoncer, mais alors franchement là, mais je trouve que c'est raté. Moi j'aime quand on tire vraiment les potards très haut. Ouais, ça fera l'objet du nanar numéro 1 quand on fera le top et le flop. Voilà. Moi, je te rassure, à mon avis celui-là ça va y aller aux Oscars, je pense. Oui, je pense aussi, mais non, moi pour l'instant il est très bien placé. Hélas, pour lui, j'ai vu un excellent film vendredi dernier qui l'a délogé, mais il était très bien placé. Je vous donne ma main à couper que ce film-là, on n'entendra plus parler dans un mois, même pas. Un mois, non. Non, les Oscars sont dans 6 mois. Donc là pendant 6 mois, t'es sûr que... Dans un mois, on n'entendra plus parler. Ça sera, parce que ça sera le fer de lance d'une certaine classe politique et sociale des États-Unis, mais après ça n'a aucun sens. C'est bête, c'est grossier, vulgaire et grotesque. Voilà, c'est ce que moi j'ai retenu de ce film. Voilà. Moi, je trouve que c'est un peu à l'image d'une certaine classe politique inverse aux États-Unis, et je trouvais que c'était assez bien aussi de tirer dans les deux camps. Connaissant un peu le réalisateur, il doit en foutre, comme tu as dit, à mon avis, il en fout plein la gueule. Que ce soit aux uns ou aux autres. Hein. Ouais, franchement. Ouais, mais enfin, il se range un peu à l'ère du temps, et ça, je trouve pas ça très sympathique et. C'est-à-dire de critiquer le pouvoir en place ? Non, c'est pas ça. C'est de se retrouver à être dans une certaine mouvance, parce que ça fait bien. Voilà, il y a les gentils, il y a les méchants. C'est très manichéen en fait comme film. Voilà. C'est ça que je voulais. Mais c'est ça qui est bizarre. Je voulais dire comme. Alors, si je peux me permettre, c'est là que je te comprends pas trop. C'est très manichéen. Tu me dis que c'est très manichéen, mais en même temps, tu me dis que les révolutionnaires sont idiots. Alors, c'est pas manichéen. Justement, le truc est absolument foiré pour moi. Totalement foiré. Mais comment il peut être manichéen si d'un côté t'as des méchants et d'un côté t'as des idiots ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bon camp. Mais si, mais c'est qu'en fait ils essaient de te montrer que c'est tous des pourris, si j'ai bien compris. Pour moi, le seul bon camp, c'est DiCaprio qui... Ils sont ridicules autant les uns que les autres, ça je vous l'accorde. Alors là, voilà, en fait, moi, le seul bon camp, c'est le père qui recherche il y a quand même un positionnement très net qui prend parti pour ce qui semblerait être plutôt les gentils, qui est incarné de manière anecdotique par Leonardo DiCaprio, puisque c'est le seul blanc du côté de ceux qui défendent le truc contre l'immigration, etc. Enfin, l'anti-immigration. On n'arrivera pas à vous départager, je pense. Non, mais moi on est comme Parthénope, je respecte les propos de qui. Vous avez deux avis. Moi, ça m'a pas du tout plu, hein, je vous le dis tout de suite. C'est l'inverse de Parthénope, où Parthénope, je l'avais descendu en flèche. Et Vincent l'avait défendu. Voilà, c'est ça. Par contre, Parthénope, on n'en parle plus, ça, par contre. Oui, mais c'est un. Mais pour moi, ça reste un beau film, quand même. Parce que c'est plus un film de l'année dernière. C'est plus onirique et poétique. Là, je vois rien, il y a du grotesque, oui, ça c'est vrai. Du manichéisme, oui, c'est vrai. Mais c'est tout. On n'est pas d'accord. On a un petit conseil télé, Guillaume, histoire que tu parles un petit peu. Et après, on passera directement à notre focus. C'est demain soir, Night Call. Je vous en dis pas plus, de Dan Gilroy, écrit par Tony Gilroy, avec Jake Gyllenhaal, René Rousseau. Très grand film. Ça parle en gros d'un pigiste qui se met à filmer les accidents à Los Angeles et qui les vend à une chaîne de télé. C'est le début des chaînes en direct. C'est vraiment magnifique.
Magnifique, c'est magistral, pardon, comme film, c'est superbement interprété. Non, il est beau. Il faut le voir et revoir. Une belle ordure, en tout cas, à suivre ouais, tout le long de ce film. Alors pour le coup, il y a une sacrée subtilité dans ce film, entre parenthèses. Oui, parce que c'est une ordure dans un monde d'ordures. Du coup, il est normal. Exactement. C'est ça qui est formidable. On va faire une deuxième pause musicale. On va s'écouter Stand By Me de Ben E. King. Évidemment, tiré du film Stand By Me. Je pense que si on pense à Stephen King, on pense à une chanson. Évidemment, on pense à Stand By Me. On écoute ça tout de suite et on revient tout de suite pour parler du focus sur Stephen King. Vous êtes sur Radio Grand Lac, la radio pour tous. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac. Je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Oui. Et nous allons parler d'un auteur que nous chérissons, que nous apprécions, et qui a été sans doute l'auteur le plus adapté aux États-Unis. Parce que je dis toujours aux États-Unis parce que je suis sûr qu'on va me trouver un auteur qui a fait 150 bouquins, qui a été adapté 150 fois. Mais je pense qu'on peut le dire que l'auteur américain le plus adapté au cinéma, c'est Stephen King. Oui, pas moins de 69 ou 59 films. 59 films. Et j'ai pas compté les séries. 59 films. Et depuis les années 70 jusqu'à demain. Parce que ça continue demain. Et ça continue même en novembre. Il a réalisé une fois un film, ouais. Voilà. Et on va commencer. Vous allez me dire, bien sûr, évidemment, vos films préférés, mais on va commencer par le premier. On ne les fera pas dans l'ordre, mais le premier, c'est quand même le plus important, c'est le plus intéressant. On est en 76 et Brian De Palma réalise Carrie au bal du diable. Je sais même pas si à l'époque on pouvait vraiment dire que les gens y allaient pour Stephen King. Je pense que c'était déjà un premier choc avant. Et non, mais De Palma n'était pas connu non plus. Hein. Non, c'est l'un de ses premiers films. Je crois qu'il y a Travolta qui a un petit rôle dedans. Il y a Nancy Allen aussi qui a un petit rôle. Ça. C'est Sissy Spacek. Oui, c'est ça. Sissy Spacek. Mais de toute façon, Travolta n'est pas encore ultra percé là. Non, c'est vraiment. En plus, c'est un rôle d'ordure qu'il a. Mais je pense l'affiche en fait a tiré le monde aussi. Oui. Elle était quand même spéciale, cette fille. Cette tête flottante avec le feu. Il faut quand même préciser une chose, c'est que c'est son premier roman marquant et dont le script avait été sauvé par sa femme. Parce il avait reçu des refus de plein d'éditeurs, etc. Et à partir de là, ça a eu un très très bon succès. Et le roman date de 72. Donc peu de temps. Hein. Voilà. Donc il avait eu déjà un succès énorme et c'est ce qui l'a fait démarrer complètement sa carrière. Il avait déjà beaucoup écrit auparavant parce que bon, c'était un peu une manière pour lui d'exorciser beaucoup de choses qu'il a vécues dans sa vie et puis son caractère et puis les faiblesses qu'il avait eu quand il était plus jeune. Et donc il a un peu exorcisé tout ça, que ça a été une psychothérapie par l'écriture et c'est un écrivain prolifique au possible. Donc, et le film en lui-même. Moi, j'adore le film. Est pas mal, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ça traite de sujets déjà très actuels. Il y a beaucoup d'hémoglobine, je trouve quand même. À la fin. Alors, c'était si je me souviens bien, je crois que c'était du sang d'animaux qu'ils ont vraiment utilisé. Oui, parce qu'en fait, elle prend un moment du sang de porc sur la tête. Mais en fait, la première scène. Pas mal de choses. Moi, je m'attendais pas à ça. En fait, la première scène, c'est les règles de personnage principal qui se retrouve au milieu des douches communes avec ses qui a ses premières règles. Qui a ses premières règles et justement c'est un moment assez traumatisant. Donc ça parle en fait justement de l'adolescence, ça parle aussi du harcèlement scolaire, ça parle de la mère qui a une emprise, qui a vraiment de l'emprise sur elle, qui il me semble a des principes religieux et tout ça, et c'est la fille très qui bouillonne et qui pète un plomb et qui se retrouve à avoir des pouvoirs télékinésiques justement, et ça part complètement en cacahuète. En cacahuète, oui. Et la fin c'est surprenante d'ailleurs, mais je recommande. C'est la meilleure adaptation. J'avais vu de Carrie. Alors honnêtement, j'ai pas vu d'autres adaptations. La nouvelle avec Chloé Grace Moretz est pas dégueulasse, mais elle apporte pas grand chose de mieux. Et moi, ce qui m'intéressait sur la nouvelle, c'était de voir Julianne Moore dans le rôle de la mère. Elle fait quasiment pareil que ce que faisait la mère là dans celui-ci. Mais vraiment très bien, Carrie au bal du diable. Je recommande un très bon De Palma, une bonne adaptation, je pense. Voilà, mais en tout cas, très bon film. Et très rapidement, alors là on va être chronologique, mais c'est surtout parce que c'est le plus important quand même. Je pense sans doute le plus connu, Shining, c'est Shining en 80, qui adapte donc l'histoire de Shining, l'enfant lumière. Là, cette fois-ci, c'est Kubrick. Quand même, tu te dis,
Palma, Kubrick. Tu commences bien quand même en termes d'adaptation. Désavoué malheureusement par King, mais bon, après, le film n'a pas eu besoin de ça. Il est culte et archi-culte, et c'est un très bon film. Oui, la musique est mythique. Il a été désavoué par King simplement parce qu'il y a une dimension surnaturelle qu'il développe dans son roman avec le gamin qui n'a pas été ici développé. Bah, c'est une adaptation et puis il a fait quelque chose. Mais à comme la tu fois, dis, c'est culte. Est-ce que si on avait fait la même chose, non, parce que c'est littéraire. Mais par contre, la suite rattrape très bien ça. Moi, j'ai autant aimé d'ailleurs le bouquin que le film, entre parenthèses. Bah, tu verras. Je sais pas si tu as vu Dr. Sleep, mais ça rattrape un peu toute cette dimension qui était absente. D'accord. Alors, je vais faire mon petit côté gna, mais du coup, j'ai vu la chambre de Stephen King où il a écrit Shining, et j'ai vu l'hôtel de Shining, donc pas celui du film, mais celui où il a écrit le livre, et celui où il a tourné le téléfilm ensuite, et c'est au Colorado, et voilà. Alors, apparemment, le site est hanté, mais comme te disent les guides, pas du tout. Voilà. C'est toujours construit sur un vieux cimetière indien. Par contre, c'est toujours basé sur des choses vraies en plus. Ouais, mais là aussi, il y a une grande salle de bal et quand t'as vu le film, t'es pas bien dans la salle de bal parce que tu fais bon voilà, il y a des photos, c'est bizarre. Donc voilà, franchement, Shining, oui, ça reste du très très bon, et Jack Nicholson est impressionnant dans ce rôle. Incroyable. Qu'est-ce que vous avez envie de parler de plus après? Creepshow, Dead Zone tout de suite. La autre réalisateur, grand réalisateur. Cronenberg. Pour moi, c'est son meilleur. C'est un de ses meilleurs, ouais. C'est le meilleur Cronenberg, ouais. Et un film qui est pour moi un film culte. Christopher Walken. Je peux pas m'empêcher de revoir systématiquement, et il me fait toujours le même effet. Ouais. À chaque scène. C'est incroyable parce que je le connais mais par cœur ce film, mais c'est comme si je le voyais pour la première fois à chaque fois. Je l'ai montré à madame, elle l'a vraiment apprécié. Christopher Walken qui est extraordinaire, Martin Sheen. Il est dans sa grande période, Walken. C'est vraiment. C'est la grande. Il est investi. Faut vraiment le découvrir. C'est vrai que des fois l'affiche peut rebuter un peu. Elle est très minimaliste, mais en vrai, en fait, le problème c'est que c'est un film qui est pas si facile que ça à voir. Étrangement, c'est un film que moi j'adore et que j'ai vu avant de le lire parce que je l'ai retrouvé après le roman et je voulais le lire. Et ben le roman est, à mon sens, en deçà de ce qu'en a fait le film. Ce qui arrive des fois avec King, des fois le film arrive à surpasser, je trouve l'œuvre. Cujo, personne l'a vu, le film d'horreur avec un Saint-Bernard. Je connais bien et la série Dead Zone, réservée à un public averti, quoi. C'est parce que c'était un peu long. Ça durait un peu trop longtemps. Autre grand réalisateur, c'est John Carpenter qui nous a fait Christine. Alors là, pas des masses. Je l'ai lu, j'aime mais bien. Je l'ai pas vu. Moi, c'est un film que j'aime bien. Déjà parce que j'aime bien les effets qu'il a fait avec la bagnole, donc qui à la fois se déforme, se forme. Voilà. Mais si, putain. Mais bien sûr que je l'ai vu. Mais oui, c'est la voiture. C'est un peu Non, mais je l'ai vu il y a très longtemps en fait. Ouais. Et je l'avais. J'ai un peu l'impression que c'est la réponse à Carrie, mais du côté masculin par moment. D'une certaine manière, parce que là, cette fois-ci, c'est un mec qui devient complètement fasciné par sa voiture. Mais en plus, qui était justement un peu maltraité et tout ça. Oui, c'est vrai. Et suite, en fait, il a cette voiture. Je pense que Stephen King n'a pas eu une belle scolarité. Oui. Non, mais il était très, angoissé, complexé. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il était très complexé. C'est loin d'être mon Carpenter préféré, je vous le dis. Mais moi, je trouve qu'il est pas mal. Mais il est pas mal. Oui, mais c'est pas. Les Démons du Maïs, quelqu'un l'a vu? Non, je l'ai lu, par contre, c'est vrai, mais. Et bon bouquin? Ah oui, très très bien, ouais. Il y a vraiment. Alors, ça fait longtemps, je l'ai lu il y a très très longtemps, donc je serais pas trop capable de vous faire un peu le récit total, mais j'avais beaucoup aimé, oui. Alors, Charlie, Firestarter, alors je n'ai pas vu la version de 84, mais j'ai vu la nouvelle version avec Zac Efron, qui est c'est très mauvais. C'est particulièrement très mauvais. Pas, et la seule chose qu'ils ne font pas, c'est la poupée de cire de Zac Efron qui, hélas, n'a un visage qui n'exprime plus grand-chose. Heureusement, il s'est amélioré avec The Iron Crow, mais Charlie, Firestarter, c'était vraiment pas terrible. On pourra noter quand même que Stephen King s'est essayé donc à la réalisation avec Maximum Overdrive, qui est donc un film d'horreur avec un camion, il me semble. Je crois qu'il a dit même lui qu'il était pas bon, ce film. En fait, je crois que c'est une sorte de duel, mais
Non, mais je trouve que c'est bien d'avoir essayé de mais je crois qu'il à l'adaptation. Il a reconnu lui-même que c'était pas terrible. D'ailleurs, il ne s'est pas réessayé à l'exercice, hein, donc je pense que ça veut tout dire. Avec Emilio Estevez, ouais. Alors le film suivant, je suis un peu tout seul. D'ailleurs, Stand By Me. Donc Rob Reiner qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Moi aussi. Et alors Stand By Me, c'est pas un grand film, ça je suis d'accord, mais c'est un film qui m'a touché, que j'ai peut-être vu à un moment particulier qui a fait que c'était le bon moment. C'est un passage brutal à l'âge adulte par la découverte d'un cadavre, c'est le début du film, et c'est un peu une initiation, et en fait c'est un film qui m'a plu par sa mélancolie, il y a quand même de grands acteurs, il y avait River Phoenix quand même et tout ça, et je sais pas, aussi la musique aide beaucoup, j'en sais rien, mais voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touché, mais je ne rentrerai pas dans les plus grands, c'est sûr. Moi j'ai trouvé ça un peu long, et je pense que ça doit être mieux littérairement parlant, à mon sens. C'est une nouvelle déjà. Ouais. C'est pas un roman, donc peut-être qu'en nouvelle c'est plus... pas la première nouvelle qui a été adaptée à l'écran. Non, mais c'était peut-être plus efficace en nouvelle. Ouais. Running Man, Running Man avec Schwarzy, c'est pas mal. Et c'était un peu kitschouille. Quand il avait le pseudo de Richard Bachman qu'il avait écrit ça, je crois. Et d'ailleurs, Richard Bachman, c'est le pseudo qu'il a utilisé pour 2 livres, et 2 livres particulièrement noirs, c'est-à-dire Running Man et Marche ou crève, dont l'adaptation sort demain. Donc je pense que il était dans ce trip-là. C'est lié. En fait, tout à fait. Depuis que j'ai vu Le Prix du danger de Yves Boisset, en fait, je l'ai revu. C'est ça. Et Running Man, vous aurez droit à une nouvelle adaptation dans 1 mois et demi. Donc on n'arrête pas avec les adaptations de Stephen King, et donc une nouvelle version avec Glenn Powell et réalisée par Edgar Wright, qui s'annonce comme étant beaucoup plus proche du livre que n'était la version de Schwarzenegger. On verra. Le scénario, c'est porteur quand il y a un bon scénario. Qu'est-ce que je te dis? Tout à fait. Cimetière. Alors j'ai pas vu la première version réalisée par Marie Lambert. Que si. Moi j'ai vu la nouvelle, que j'ai pas trouvé terrible. Enfin bien, mais bof. Moi je trouve que la première était meilleure d'après ce que j'ai cru comprendre que la deuxième. Mais moi il me semble que c'est celle-là que j'ai vue parce que j'ai bien apprécié pour le coup. J'avais bien aimé la nouvelle aussi. Une ambiance assez terrifiante, je dois le reconnaître, et quelque chose qui est toujours proche un peu de choses réelles, parce que c'est lié à des passages de sa vie où ils étaient à côté d'un cimetière d'animaux domestiques et qui se passaient des choses un peu étranges. C'est pas commun quand même, on n'en voit pas souvent des cimetières d'animaux. Non, mais c'est voilà. Et puis Rob Reiner revient à la réalisation pour une nouvelle adaptation d'un roman, Misery, là on est dans l'un des plus grands. James Caan, Kathy Bates. De toute façon, il n'y a que 2 dans le film. Mais Kathy Bates, c'est époustouflant. Ah ouais. Et aïe, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait particulièrement mal. Et là, c'est vraiment là aussi, ça s'inspire de sa vie en tant qu'auteur, avec du coup une fan tellement et puis ça faisait fanatique justement qui refuse que le personnage de ses romans préférés meure. Et ça faisait référence à une période de sa vie où il était tombé dans la dépression et puis il s'était adonné à l'alcool et aux drogues. Et il y avait ce côté-là un peu exacerbé qui est donc un peu représenté, on va dire, par cette femme qui le harcèle pour terminer un roman. Et c'est magistral, autant le bouquin que le film. Moi j'ai aimé les 2 et jusqu'à la dernière seconde, et je pèse mes mots, jusqu'à la dernière seconde, il y a une tension mais exceptionnelle. Tout à fait d'accord. La part des ténèbres, George Romero, vous l'avez vu ou Non, mais moi c'était un de mes bouquins favoris de Stephen King. Je l'ai jamais vu et j'aimerais bien le voir d'ailleurs pour voir un peu c'est le genre de film qu'on ne retrouve pas facilement quand même, je trouve. C'est magnifique ce... Le bazar de l'épouvante. Oui, c'était pas mal en fait. Ça c'est un mec qui vient s'installer en fait, qui ouvre une échoppe et en fait tu peux y trouver tout ce que tu y désires. Et évidemment ça va avoir des conséquences sur les citoyens d'un village. Et c'est à voir. C'était pas mal. C'est très dur à trouver aussi. Attention, chef-d'œuvre. Magnifique. Et comme dirait le dicton, quand c'est bon, c'est Franck Darabont.
Et Les Évadés, c'est énormissime, avec Morgan Freeman, avec Tim Robbins. Tim Robbins. Voilà, merci, j'allais oublier son nom. Et puis aussi que j'aime beaucoup cet acteur et que j'ai oublié forcément, qui joue le directeur. Non, c'est pas Leland Orser. Je sais plus comment il s'appelle, mais je vois bien évidemment. Tu parlais de Clancy. Il est exceptionnel parce que justement, il a pas un physique. Bob Gunton. Il fait pas penser à un tortionnaire de prime abord comme ça, mais il joue un rôle le détestable possible et ce film, c'est une découverte. Sans arrêt. Moi, j'ai pu être amené à le revoir plusieurs fois pour le faire découvrir des personnes, mais je me régale à chaque fois, quoi. Et la morale de l'histoire, c'est que Raquel Welch cache beaucoup plus que ce que vous pensez. Oui, c'est vrai. Mais le titre français, pas plus. Le problème du titre français, c'est qu'il dévoilait déjà la fin, ce qui est un peu bête. Oui. Mais on est quand même surpris. C'est ça qui est formidable. Bien sûr, on est totalement surpris même. Dolores Claiborne de Taylor Hackford, qui est un film qui est pas si connu que ça, mais là on retrouve Kathy Bates. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a Jennifer Jason Leigh, on a aussi d'autres acteurs extraordinaires. C'est un film que j'avais beaucoup apprécié. Arrête-moi si je me trompe, il y avait pas Donald Sutherland dedans? Il me semble que je pense que oui. Ah non. C'est David Strathairn, celui qui avait joué dans Les Bournes. Il y a John C. Reilly. Et c'est un film en fait qui est. Moi je l'ai vu il y a très longtemps. Mais... Et on retrouve Bob Gunton, justement des Évadés. D'accord. Et c'était du coup une histoire d'enquête. Il y avait une histoire de puits, si je me souviens. Voilà. Et en fait, c'est que la mère, donc Dolores Claiborne, elle est accusée du meurtre de sa patronne. Et elle, en fait, elle est employée de maison et du coup, sa fille débarque, Jennifer Jason Leigh, et en plus avec les secrets familiaux et tout ça, va essayer de savoir si sa mère est innocente ou pas. Franchement, c'est un film qui est un suspense aussi pas très important, mais plus dramatique quand même, plus touchant, il y a un côté dramatique, oui. Très mélancolique. Vraiment, je vous le conseille chaudement. Et alors, le film suivant, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc c'est Tom Holland qui avait le réalisateur, non pas l'acteur, hein, c'est le réalisateur qui avait fait Chucky, qui avait fait un film qui s'appelle La peau sur les os, où en fait le principe de base, c'est-à-dire que c'est un homme qui est très 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 gros et je ne sais plus par quel coup du sort, en fait, il commence par maigrir de jour en jour. Et il maigrit et ça va jusqu'au bout, voilà. Et donc c'est assez, c'est un film assez glaçant. C'est pas extraordinaire, c'est pas super bien réalisé, mais l'histoire est, elle est marquante. Autre chef-d'œuvre, quand c'est bon, c'est Franck Darabont, La ligne verte. Alors là, avec Tom Hanks, Michael Clarke Duncan qui le film tire l'arme par excellence, film culte. Il est magnifique ce film. D'ailleurs avec Les Évadés, puisque c'est quand même incroyable que Franck Darabont a vraiment du talent pour avoir adapté ça correctement, parce que moi je me rappelle avoir lu la nouvelle de La ligne verte et c'est exactement comme ça que je voyais tous les personnages. D'accord. Vraiment. Si vous avez l'occasion de voir Un élève doué, sorti en 98, je vous le conseille. Un des premiers films de Brad Singer, c'est très très bon film. Mais c'est dur à trouver. Et Cœur perdu en Atlantide, tu l'as vu? Oui, alors mais il y a très très longtemps, et je me souviens avoir été très très bien, très agréablement surpris, et avec Anthony Hopkins dans le rôle principal. Et je me rappelle plus très bien le déroulement de l'histoire, mais ça m'avait beaucoup plu. Ouais. Ce que j'aime bien quand même, c'est que la nouvelle s'appelle Crapule de bas étage en manteau jaune, et du coup le film s'appelle Cœur perdu en Atlantide. C'est assez étonnant d'ailleurs ce titre. Plus exotique. Dreamcatcher, c'était pas mal aussi, Dreamcatcher. Alors il y a une réputation un petit peu de nanar quand même, oui, avec Morgan Freeman et ses sourcils extraordinaires. C'est vrai, mais je trouve que c'était assez sympathique. Bon, ça se laissait bien voir. Par contre, moi je vous conseille pas du tout Fenêtre secrète de David Koepp avec Johnny Depp et John Turturro. Vraiment, je ne vous le conseille pas du tout. On a Chambre 1408 qui a une plutôt bonne réputation avec John Cusack et Samuel L. Jackson. On a The Mist qui a une très grande réputation parce que c'est Franck Darabont, dont c'est une nouvelle qui est particulièrement glaçante sur sa fin. Si vous ne connaissez pas le twist, on va pas vous le dire, mais il y a un retournement assez curieux. Je vous conseille pas du tout Cell Phone avec John Cusack et Samuel Jackson, c'est vraiment affreux. La Tour sombre, c'était un petit peu un plantage de Nicolas Hercel avec pourtant Idriss Elba, Matthew McConaughey.
Des choses intéressantes quand même. C'était réputé inadaptable aussi. C'était réputé inadaptable. Un bouquin inadaptable en 1h30, je comprends pas comment tu peux tenir le truc. Les 10 dernières minutes étaient très sympas. Je trouvais que la séquence d'action finale avec le pistolet, le pistolero était plutôt sympathique. Ça, chapitre 1 de Andrés Muschietti. Alors, je suis pas très fan du téléfilm, même si l'interprétation de... j'ai perdu son nom. Comment il s'appelait cet acteur qui jouait dans un Rocky Horror Picture Show, dans Chien et ses drôles de dames. On le connaît, mais je ne sais plus. C'est affreux à chaque fois, comme je l'ai sous le bout de la langue. Ouais, c'est pas mal. Déjà. Mais la version film d'Andrés Muschietti, que ce soit le chapitre 1 et le chapitre 2, je trouve que c'est une plutôt bonne adaptation. Pour le coup, c'est l'un des rares Stephen King que j'ai lu. D'accord. Et Tim Curry, merci. Et autant, comme d'habitude, la première partie enfant est beaucoup plus intéressante que la partie adulte, mais voilà, quand même la partie adulte, on a James McAvoy, on a Jessica Chastain, on a quand même un sacré beau casting, donc ça fait plaisir. Jessie, à voir sur Netflix si vous avez envie, c'est un film... C'est un huis clos pas mal, en vrai. Mais c'est bien pour du Netflix, quoi. Avec Carla Gugino, donc en fait c'est une femme qui s'adonne à un certain jeu sexuel avec son mari, du coup elle est menottée. Le problème, son mari fait une crise cardiaque. Et elle est menottée. Et du coup elle reste menottée sur le lit. Et alors c'est un peu dégueulasse la fin. Et il y a un tueur qui rôde aussi dans le coin. En plus, voilà. Qui est une tête 1922, bizarre. je l'ai vu, mais je sais plus de quoi ça parle. C'était avec Thomas Jane d'ailleurs en plus, qui est sorti, c'était sur Netflix. Donc, j'arrive plus à me rappeler. Et ensuite on a Dr Sleep. Ah, ça c'est mon chef-d'œuvre. Avec Ewan McGregor, qui est doublé encore une fois par Damien Whittaker, Rebecca Ferguson. Ça a été ma révélation. Moi je préfère même à Shining. Je sais pas pourquoi ce film moi m'a plu parce que justement en fait il emporte pas le nom, mais on parle vraiment du Shining. C'est le thème principal du film justement. Là ça tourne tout autour. Ça permet de suivre les aventures de Danny, de voir un petit peu à quoi son don peut lui servir, ce qu'il en a fait et à quoi il va lui servir. Et puis de renouer avec certains démons du passé et présent. En tout cas, ouais, moi j'adore ce film. Ouais. Je ne l'ai vu qu'en version longue par contre. Oui, donc moi il faut que je voie la version longue parce que la version courte j'avais bien aimé, mais j'étais pas non plus à fond, quoi. Ah moi c'est mon adaptation favorite. Alors après, en adaptation récente, j'ai vu le Croque-Mitaine, je vous le conseille pas du tout, c'est très cliché, très moyen, encore un film d'horreur sur le deuil, enfin voilà, c'est pas terrible. Par contre, cette année, pour l'instant, on a 2 excellentes adaptations de Stephen King, donc Marche ou crève, j'en ai parlé en début d'émission et je vous en reparlerai la semaine prochaine, mais The Life of Chuck, que j'ai beaucoup apprécié également. Extraordinaire. Ouais, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Mark Hamill joue dans Life of Chuck et dans Marche ou crève. Et qui est encore une fois une adaptation d'un bouquin qui n'est pas fort, qui n'est pas d'épouvante et de l'horreur. C'est un film plus fantastique. Et très récent. Et très dramatique et en plus récent, oui. C'est un travail récent, alors que Marche ou crève, on est en 79. 79, oui. Ouais, donc, c'est là qu'on voit que il tend peut-être vers être un auteur plus lumineux, peut-être, qu'il n'était dans sa jeunesse. Oui, il a dû mettre un peu d'eau dans son vin, ouais. Et je pense que là, il s'est soigné parce que il avait des idées morbides et sombres à une époque, c'est sûr. Et là, on sent plus une peur de mourir. Oui, mais heureusement qu'il l'a fait parce que ça nous a donné beaucoup de matière à pouvoir avoir des frissons également et beaucoup de suspense. Et d'ailleurs, de toute façon, Life of Chuck, s'il est réussi, c'est Mike Flanagan qui a donc fait Dr. Sleep, qui a aussi fait Jessie auparavant. Donc, il a adoubé. Il a adoubé, hein, c'est bon. Non, c'est sûr, hein, même il s'aime bien. Ils sont dans les petits papiers. Et oui, c'est normal pour adouber. Le sens adouber, c'est pour la royauté. Et comme il s'appelle King. Évidemment. Et ben, c'est pour finir sur sur ce jeu de mots sur le roi de l'horreur que nous allons nous quitter. Côté programmation à la radio demain, c'est l'embouteillage. C'est l'embouteillage. Il y a de la joie présenté par Laura de 11h à 11h45, le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h45, Destination Bien-être présenté par Anaïs de 13h à 14h, et puis 2 émissions présentées par Sébastien, Eurohit de 20h à 21h et l'After Latino de 21h à 23h. Ça va être quoi faire demain sur Radio Grand Lac. On se quitte sur un dernier titre, et cette fois-ci c'est Bad to the Bone de George Thorogood, tiré du film Christine. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et surtout, allez au cinéma. Ciao, ciao.